Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle au programme du Bonjour d'Algérie, toujours en forme, en tout cas j'espère que vous l'êtes, tous les matins en notre compagnie. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin, c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus long et c'est aujourd'hui l'été pour tous ceux qui, en tout cas, s'apprêtent à passer de bonnes vacances. Pour ceux qui encore ont des examens à passer, notamment les bacheliers, bien sûr, qui s'apprêtent encore à passer une deuxième journée de bac. Nous allons beaucoup en parler aujourd'hui à travers, bien sûr, la rubrique psychologie de Aïda Mchri. Aujourd'hui, elle traitera du stress durant ces jours d'examen, avec comment surtout faire passer ces journées à ces bacheliers, mais aussi préparer les parents et surtout leur donner quelques conseils pour accompagner leurs enfants à passer cette épreuve du baccalauréat. Bien sûr, nous aurons aussi à parler d'autres sujets d'actualité, des sujets aussi qui concernent notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée de lutte contre la désertification. Ça se passe chaque 17 juin à travers le monde. Eh bien, aujourd'hui, l'Algérie n'est pas en reste, bien au contraire, pour lutter contre le désert qui avance. Nous allons recevoir à cet effet une sous-directrice de la lutte contre la désertification à la Direction générale des forêts pour nous parler de cette journée qu'ils ont donc célébrée. Eh bien, Algérie Post aussi se met au diapason, bien sûr, aussi pour faciliter les tâches aux abonnés, bien sûr. Et donc, tout le mois de Ramadan, il y a eu donc la Poste Mobile qui a facilité aussi les choses aux abonnés. Eh bien, nous allons en parler avec le directeur central de la communication d'Algérie Post. Il sera sur notre plateau. Et puis, nous allons parler du sport universitaire. Ça continue, bien entendu, avec les universités. Cette fois-ci, Blida est à l'honneur. Ils seront sur notre plateau avec une judokate qui sera aussi sur le plateau pour nous parler de son expérience. Elle qui est donc va participer à ces jeux qui vont se dérouler du 22 au 29 juin. Et c'est donc, ils sont à leur 16e édition. Nous resterons dans le sport avec Hakim Kshrout. Il sera parmi nous tout à l'heure en fin d'émission avec deux invités, pas des moindres, des champions du monde de kickboxing. Ils viendront nous parler de cet événement qu'ils donneront, ça sera le 22 au niveau donc de la salle Harsha. Ils viendront pour un gala spécial. Ils nous parleront également de leur parcours. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très beau moment en notre compagnie. Et puis comme d'habitude, on commence avec la météo. C'est Mina Abed qui est là pour nous la présenter. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Parfait. C'est le jour le plus long. Le plus long. Vous allez faire quoi? Travailler. Je sais pas. Vous n'allez pas aller à la plage, vous allez pas, vous allez non, veiller. pas encore. On Non. profite de cette journée en fait, c'est tout simplement. On essaye. On verra. Je sais pas. Ouais. On verra bien. On Et verra bien, très bien. Rien de spécial. Hein. On va déjà terminer l'émission à 10h30. Après, Voilà. on verra le programme. Après, on verra. Exactement. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Et bien, aujourd'hui, le ciel restera dégagé sur l'ensemble des régions côtières. On notera quelques passages nuageux sur les Aurès, avec parfois quelques orages en fin d'après-midi. Sur la partie sud, le ciel restera partiellement voilé au sud du Sahara oriental et l'extrême sud, dégagé sur le Sahara central, le Nord-Sahara, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles sont de saison, hein, avec sur la moitié nord 29 degrés à Alger, Oran, notre à 32 degrés, à Tiaret 31 degrés, à Tizi Ouzou 30 degrés du côté de Constantine, Guelma, Sétif 36 à Ardaya, 37 degrés à Béchar, 39 à Tindouf, 45 degrés à Adrar et enfin 46 degrés à Borj, Badi Mokhtar et N'Gazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel plutôt nuageux, parfois couvert. À Paris, Bordeaux, on notera des orages. À Lisbonne ainsi qu'à Bucarest, des averses. À Berlin, côté Mercure, on notera 20 degrés du côté de Londres, 17 degrés à Dublin, 30 degrés à Bordeaux, 32 à Marseille, 27 à Berne ainsi qu'à Berlin, 29 degrés à Prague, 30 à Budapest, 29 à Athènes et enfin 32 degrés à Bucarest ainsi qu'à Marseille. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition et www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà,
Et puis suivez notre programme jusqu'à la fin, jusqu'à 9h30, en tout cas avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui est là pour vous servir. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Et à très bientôt. Eh bien, on va continuer notre émission. Elle vient tout juste de commencer. Une belle musique à vous offrir, une belle chanson signée Hakim Salhi, Halawa. On se retrouve juste après. De retour sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes et on salue Hakim Salhi qui sera aussi à la Médina justement. Il donnera un spectacle ce soir et donc ça sera l'occasion d'aller le voir. Eh bien nous allons accueillir comme il se doit chaque jeudi matin. Elle est là avec nous, Aïda Meshri. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. L'Aïd est passé. Voilà. Et bien sûr, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Et déjà très vite, on reprend le travail avec les examens. Et avec comment ça s'arrête pas, un rythme très accéléré, et plein d'émotions, plein de motivation comme ça. Et bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Vous avez eu des téléspectateurs et moi je vais commencer déjà par ça. Je vais commencer déjà. J'étais ravie de retrouver ces mamans, ces dames, je dirais à leur tête, Samia Cherchel de Meliana, que je salue, et je salue toute la famille Cherchel de Meliana, et Dormis Meliana aussi. Et j'étais vraiment impressionnée parce qu'ils nous suivent chaque jeudi matin avec tous les thématiques. Au détail près. Au détail
ils participent avec nous, ils sont là présents avec nous, ils ont contribué. Ça nous encourage, et ça vous Absolument. encourage, Aïda, justement, à donner encore plus de conseils à tous ces téléspectateurs, et notamment les mamans, puisque ce sont donc des mamans qui sont soucieuses de leurs enfants. Absolument. C'est ça, Et puis, il n'y a pas que ça, mais de leur manière comme ça de se projeter, d'aider, de donner des conseils, nous invite, nous aussi, à donner énormément et puis à avoir ce retour qui est avec les gens qui nous écoutent et puis chercher le meilleur et je les remercie pour ça. Voilà, ben on les salue, nous aussi, on salue tous ceux qui nous suivent régulièrement à travers votre rubrique et à travers aussi d'autres rubriques dans Bonjour d'Algérie. Très bien. Alors on va entamer tout de suite le débat. C'est la deuxième journée donc, des épreuves du baccalauréat. Hier c'était la première, donc très très stressant pour surtout les premiers bacheliers qui passent leur bac pour la première fois, donc ils savent pas ce que c'est, comment donc gérer son stress, etc. Pour ceux qui ont passé le bac pour la deuxième fois, c'est plutôt calme. Plutôt serein. Moi, je dirais c'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter. Hein. C'est inévitable, ces événements. On pouvait bien parler d'autre chose. Mais voilà que le bac s'impose avec tout ce qui est vécu, les témoignages des mamans, leurs difficultés, et puis ce stress un tout petit peu qui se transmet dans les passages. Familles, oui. Voilà, ça a pris plus d'ampleur que la Coupe du Monde. Il me semble, c'est quelque chose quand même qui s'impose énormément. On ne peut pas quand même dévier ou éviter ça, mais moi je dirais, je vais commencer quand même par quelque chose qui a attiré mon attention et peut-être qui devient de plus en plus très visible, très palpable. Comment ces mamans peuvent se projeter dans le bac avec leurs enfants. Aujourd'hui, dans le témoignage télé, peut-être la radio, on peut écouter comme ça le témoignage des parents qui disent on a révisé, on a travaillé, on va passer le bac. C'est comme ils accompagnent leurs enfants, mais tout en portant ce flambeau, tout l'événement avec eux. C'est des parents qui, à leur tour, passent aussi l'épreuve. Et il y en a qui connaissent le programme par cœur, qui l'ont travaillé avec leurs enfants. Là, il me semble que moi, je me pose juste une petite question. Je me dis à quel point on peut transmettre à nos enfants notre propre stress. Et est-ce qu'on a le droit aussi, mais comment on fait pour ne pas encourager ce stress? Parce que sans qu'on le sache, nos enfants, c'est chez nous qu'ils se refugient, c'est chez nous qu'ils retrouvent les ressources. On est là pour pouvoir les aider, on s'installe sur l'autre rive pour leur permettre de trouver un repère, d'avoir une soupape comme ça de secours, là où ils peuvent dire les choses. Mais si on est dedans, nous aussi, comment on pourra les aider à mieux gérer ce phénomène qui dépasse un tout petit peu toute dimension, ça dépasse un tout petit peu les limites. Et puis, je vais commencer d'abord par dire, il ne faut pas qu'on encourage nos enfants aussi à augmenter le stress et à gérer le stress comme quelque chose de normal. Je pense que cette dernière semaine a été la plus importante pour leur cursus universitaire, c'est la plus stressante, parce qu'il restait peu de temps pour toutes les matières à préparer. Bien sûr, tous ceux qui ont travaillé tout au long de l'année restent encore aussi très soucieux et très stressés, parce qu'on dit on n'a jamais terminé. Oui, mais tout à fait. Il me semble, Amel, on a beaucoup abordé ces préparatifs du bac, des examens, le stress, le bon stress, comment on peut l'utiliser pour mieux. C'est motivant, comment on peut vraiment choisir les objectifs, travailler sur ça, comment vraiment chercher le désir vraiment profond, pas le désir des parents. Mais c'est extrêmement important de pouvoir vraiment s'investir de l'intérieur et puis trouver ce cadre. Ce qu'il manque un tout petit peu. Mais la question est, est-ce qu'un enfant peut déborder un tout petit peu parce qu'il est stressé? Est-ce que parce qu'il passe le bac, qu'il peut piétiner sur tout, tout s'arrête. La maman, elle oublie son mari, elle oublie les petits-enfants, elle oublie son enfant. Voilà. À quel point on peut vraiment juste vivre l'examen ou lui permettre de vivre son examen. Au lieu de le laisser déborder sur tout ce qui l'entoure,
lui apprendre à mettre des limites, c'est aussi un apprentissage de ce stress. ça. C'est comment on peut l'aider à mieux cadrer. C'est vrai que c'est normal, Oui. on peut lui dire que c'est normal d'être stressé, de sentir le mal, mais ça va pas te donner le droit un tout petit peu de piétiner sur notre vie. Voilà. Et puis Il y a voilà. bien sûr, c'est des caractères. Il y en a qui ont stressé depuis déjà bien longtemps, Absolument. qui pleuraient, qui se disaient voilà, c'est fini, j'arriverai pas, etc. Voilà. Il y en a qui étaient très bien et jusqu'à la jour J, voilà, c'est les pleurs et c'est Oui. le stress, Oui. etc. Oui. Alors comment expliquer cela et comment gérer ça? Moi, il me semble que ça rentre déjà d'emblée dans chaque épreuve quelque chose de le plus normal possible. Parce que ça reste au cas par cas. C'est c'est des au gens, cas par cas. c'est au cas par cas. C'est des Chaque personne, caractères. voilà, c'est des caractères. Chaque personne peut le vivre à sa manière, on va dire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, les parents doivent se préparer un tout petit peu pour accueillir justement ces différences. Voilà. Ces réactions. Voilà, il n'a pas l'habitude et les uns, il a l'habitude de bien suivre tout ça. Aujourd'hui, il vient aux larmes. Les parents ne peuvent pas rester indifférents, ne peuvent pas garder juste ce qui était, ce qu'on disait, limite. Voilà, tu sauras faire tout seul et puis débrouille-toi. Non, il me semble qu'il faut vraiment avancer un tout petit peu, calmement et doucement. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est rester vraiment calme et gérer les propres émotions. Comment on le fait? C'est gérer les propres émotions, c'est de ne pas leur transmettre un tout petit peu notre stress, notre souci. Mais les parents aussi Angoisse. s'inquiètent, c'est leur angoisse. Comment ne pas... Ça ne se met pas uniquement dans la parole. Parce que voilà, quand on parle comme ça, on a beaucoup abordé cette question, il suffit juste de ne pas leur dire, de contenir un tout petit peu les phrases. Est-ce que c'est bon de ne pas trop questionner les enfants quand ils rentrent pour le bac? Je termine juste cette d'accord. idée parce Ok, que ça d'accord. c'est tout un chapitre très intéressant aussi. Mais je dirais ne pas les angoisser, Oui. mais à travers notre comportement aussi, à travers nos attitudes aussi. Est-ce que Des c'est fois bon, c'est est-ce que c'est bon que les parents soient décalés, ne fassent semblant de ne pas être intéressés et ne pas être inquiets? C'est une moi je ruse? dirais non, mais moi je dirais ça c'est l'autre rive aussi, c'est trop loin. Je dirais comment ils peuvent se positionner au milieu, c'est dire je comprends que c'est difficile, mais j'ai confiance que tu pourras te débrouiller. Là Ah, maintenant ça, c'est je bien. sais que tu sauras faire. Ça c'est vraiment prendre le juste booste milieu. ça. Voilà, ça prend le juste milieu et ça permet à l'enfant de chercher les ressources en lui-même. Très bien. Mais voilà, on fait très attention à notre parole, notre voix. Des fois, on dit oui, c'est pas grave, mais on le dit avec une attitude comme ça, avec une mâchoire très serrée. C'est pas grave, tu sauras trouver. Mais aussi le comportement, notre corps parle. Il y a quelque chose aussi qu'on transmet, pas forcément dans la parole, mais dans l'attitude elle-même. Il me semble que faire attention à notre posture, à notre manière de le dire, même si on s'inquiète à fond à l'intérieur, leur transmettre un tout petit peu ce côté positif. Mais voilà, il me semble que c'est là où, dans les questions qu'on va poser, je reviens à ta question, mais ça sert en quoi si on va revenir sur l'échec? Tu n'as pas su faire, tu n'as pas donné, tu n'es pas... Ça va ajouter un stress supplémentaire. Absolument, Parce qu'il ce n'est reste que encore ça. d'autres épreuves, donc Ce n'est que ça. Vaut mieux voir la partie pleine du La- verre que ouais, de la la partie partie vide. Mais c'est un tout petit peu ça, mais c'est aussi l'inviter à voir ce qu'il a donné. Tu as répondu sur ça, tu as dit ça, ben c'est bien, mais ne t'inquiète pas, on va passer à c'est-à-dire autre il faut chose. absolument pas décourager Absolument. le bachelier. Absolument. Il faut toujours, au contraire, des fois, voulons bien faire et sans vraiment faire attention à nos actes, à notre verbe, à notre attitude, on peut vraiment le balancer dans quelque chose qui peut le stresser, quelque chose qui peut le projeter ailleurs. parce qu'il Comme- reste encore beaucoup d'épreuves. Absolument, Donc, on n'est absolument. qu'à la deuxième journée. Il faut donc Absolument. travailler, continuer à surtout avoir confiance en soi. Tout à fait. Il y a quelque chose aussi qui devient toxique aussi, c'est cette manière de se projeter, on va dire anticiper les choses. Oui. Les enfants, les jeunes, les bacheliers, si on parle de cet examen aussi, les examens qui sont tout autour, ils se projettent comme ça pour dire est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai bien travaillé? Cette anticipation fait que cette manière de se projeter dans le futur va
forcément les mettre dans une position là où c'est inquiétant. On ne peut se projeter, et de préférence, pas très loin, comme ça, dans quelque chose qui est, voilà, il manque un module, je n'ai pas encore bouclé, il manque quelques leçons. De préférence, apprendre à nos enfants, de juste voir comment on pourra se projeter à petits pas, comme ça, dans ce qui va venir, et on se projette uniquement dans quelque chose. Faire face à la situation présente. Si on veut anticiper quelque chose, apprendre à nos enfants d'anticiper quelque chose qu'ils savent faire. J'ai bien révisé, là je suis sûre que j'aurai une bonne moyenne. Il y a quelque chose comme ça. Le prof nous a donné quelques conseils pour qu'on puisse vraiment s'inscrire dans ça. Les fiches de lecture m'ont aidé à... il faut que je... C'est-à-dire rester dans la positive attitude, c'est ça? Absolument, absolument. C'est une carte très gagnante qui peut nous donner de l'énergie pour pouvoir continuer à faire face, se projeter dans quelque chose où je n'ai pas su faire, comment je vais m'en sortir, tout ça, c'est vrai que ça donne un peu de punch et ça donne un peu de volonté, mais ça peut casser aussi, se baser surtout sur quelque chose qui pourra les projeter dans ce qu'ils savent faire. Exactement. Et rester déjà dans ce volet, ça va leur permettre bien sûr ce sont donc des journées très éprouvantes pour le bachelier, pour les parents aussi, parce que donc ils veillent, ils travaillent énormément, donc ils sont fatigués. Donc ils ont les nerfs à fleur de peau. Absolument, absolument, absolument. Et c'est très visible. C'est très visible. Il faut dormir, il faut arrêter de réviser. Quelles sont justement les solutions? Je vais te dire. Regarde Amel, je vais te dire. C'est très visible là aujourd'hui. On peut le voir. Juste passage là, en arrivant à la télé, il y a les mamans qui sont là sur les trottoirs avec les cartables, chose, avec leur portable, voilà, les derniers conseils, tout ça. Les dernières révisions. C'est très visible. Il y a quelque chose quand même qui est dans l'air comme ça. Il y a quelque chose quand même qui est dans la on leur transmet beaucoup de choses. Un corps qui travaille, un corps qui n'est pas uniquement pour l'épreuve de bac. Toute épreuve là, comme dit, nécessite un tout petit peu ce pas et cette manière de se prendre en charge, de se lancer, nécessite un état de maîtrise, nécessite une force énergétique. C'est important de revenir à ce qu'il va manger, comment il va le manger, doucement, dans un cadre très zen, dans un cadre très calme, là où on peut vraiment les épauler, les rassurer, être là auprès d'eux, c'est vrai, mais aussi leur permettre de vivre à quelque chose avec le nécessaire. Si nous, on s'inquiète, on ne dort pas la nuit, on est là et on le dit comme ça. Le manque d'appétit aussi va affaiblir les jeunes. Absolument. Alors moi je dirais comment on pourra s'inscrire dans tout ce qui peut être ressource pour eux. Il doit dormir, même s'il n'arrive pas à dormir, c'est pas grave, mais on a le calme, on a le cadre qu'il faut. Il doit manger, il faut pas penser à une pizza comme ça rapidement où ils n'ont pas chauffé ou quelque chose, tout ça. C'est préparer d'emblée quelque chose qui pourra leur permettre, même s'ils ne mangent pas, mais c'est pas grave, on leur donne quelque chose qui pourra être batterie. C'est quelque chose qui pourra leur donner de l'énergie pour aller au-devant. C'est cette manière d'être calme et ferme et avoir cette posture va les aider à se ressourcer et puis retrouver cette énergie qui pourra leur permettre d'avancer encore. Ça, c'est pour l'épreuve, bien sûr. Il y a eu donc les résultats du BM. Beaucoup donc ont réussi cette épreuve. Donc les parents, les enfants surtout sont très heureux. Mais il y a eu donc des échecs. Donc comment faire face à ces échecs, que ce soit donc pour n'importe quel examen? Moi, je vais m'arrêter là pour dire, et on l'a déjà abordé cette question, cet échec, mais ce n'est qu'un premier pas aussi pour rebondir et voir ce qui va mal. Échec, ben voilà, moi je suis un peu étonnée de l'attitude de beaucoup de parents qui sont déjà passés à la punition, colère, c'est quelque chose là où ça va mal. La moyenne n'est pas, elle est bonne, mais elle n'est pas très bonne. C'est les crises de larmes, c'est les portes qui claquent, et puis c'est des remarques, et puis c'est des punitions, beaucoup de choses comme ça qui débordent, tout ça. Et si on faisait le bilan de ce qui va et ce qui va pas, si on s'arrêtait comme ça pour transformer cet échec en quelque chose qui pourra nous donner le pas pour aller au-devant.
Il y a beaucoup de parents. Rappelle-toi, c'est quelques années en arrière, ne pas avoir le bac, ne pas réussir à l'examen de bac, faisait que c'est pas grave, tu l'auras l'année prochaine et on va chercher comment, chercher vraiment à retrouver les ressources pour mieux prendre son élan pour mieux sauter. Comment faisaient ces parents pour retrouver cette sérénité, permettre à leurs enfants comme ça de comprendre que cet échec n'est qu'une manière de revenir un peu en arrière pour mieux sauter. Aujourd'hui, l'échec pour nous, c'est quelque chose qui nous détruit de l'intérieur. C'est inévitable. Quelque chose qu'on peut retrouver dans nos consultations. Mon fils refuse d'étudier. Il ne révise pas. Maintenant, on est dans quelque chose qui peut être des cours de soutien dans les années, les premières années de cursus scolaire. Vaut mieux s'arrêter un tout petit peu pour voir pourquoi on qualifie l'échec comme quelque chose qui peut nous détruire comme ça d'emblée. Si mon fils a des défaillances, si il ne peut pas, il y a un décalage dans les compétences, vaut mieux voir ça de près et puis de comprendre que nos enfants... Et de consulter aujourd'hui les professionnels, que ce soit dans les écoles privées, dans les écoles publiques, les professionnels nous entourent, ils sont bien formés dans ces questions, ces difficultés d'enfants. Mais maintenant, s'il s'agit d'événements, il faut chercher entre les lignes pour voir comment que les choses, nos enfants, pourquoi ils ne réussissent pas. Parce que des fois, c'est vengeance, des fois parce qu'il est harcelé, des fois parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, c'était un volet très important. On aura l'occasion d'en débattre pour d'autres, à travers d'autres rubriques. Aujourd'hui, ça a été le stress et comment gérer le stress avec les parents et les enfants et surtout les épreuves qui restent aussi à venir pour ces bacheliers. Aïda, merci beaucoup. Merci à toi, Amel. Donc, merci. Bonne journée. Aïchik, merci à toi. Et puis à jeudi prochain. Inch'Allah, avec plaisir. Alors, on continue notre émission. En tout cas, bonne chance à tous ces bacheliers qui passent encore une fois la deuxième épreuve, donc de la deuxième journée, bien sûr, du baccalauréat. Et on vous invite tout de suite à suivre ce reportage. C'est l'espace vert du 1er mai qui a été donc récemment inauguré, il n'y a pas très très longtemps en fait, ça fait quelques mois, on va dire. C'est un reportage signé Marie Moussaïd. Alger change de visage au fil des jours. De petits îlots de verdure poussent au milieu de la forte urbanisation d'Alger. Aujourd'hui, la place du 1er mai, ex-champ de manœuvre, verdit avec la mise en place d'un nouvel espace vert qui ravit habitants du quartier et tous les gens de passage. Plus de 6000 mètres carrés de plates-bandes, d'arbres et de fleurs ont poussé, créant ainsi une petite aire de repos et de détente. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la place du 1er mai. C'est une très belle initiative. Bon, moi je viens de l'intérieur, je suis habituée à la nature. Pour moi, c'est un bol d'air, un bol de nature, un bol de verdure. C'était la plus belle surprise que m'ont fait mes sœurs en arrivant ici. Elles m'ont emmenée à ce parc. J'espère qu'on va multiplier ce genre d'initiative et qu'on profite de toutes les aires libres pour en faire d'aussi beaux jardins et avec d'aussi belles fleurs, des roses, c'est fantastique. Vite adoptés par les riverains, les insectes aussi ont pris possession des lieux et trouvent arbres, arbustes et fleurs. Abeilles, guêpes et toutes sortes d'insectes trouvent l'eau, la nourriture et le matériel pour vivre et pour faire vivre cet espace. Le jardin de la Concorde civile est situé en pente douce. Les lieux ont été pensés pour accueillir les familles, les enfants qui trouvent dans ce lieu un terrain de jeu, un lieu de repos et un grand bol d'air.
initiative qui ne laisse personne indifférent. Voilà, magnifique. En tout cas, nous avons besoin de ces poumons verts au centre-ville et c'est très important, bien sûr, pour un équilibre. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la désertification et surtout de la journée mondiale de lutte contre la désertification. C'est célébré chaque année le 17 juin. Et pour nous en parler, nous avons une spécialiste en la matière. Il s'agit de Saleha Fartas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation et je souhaite bonne fête de l'Aïd pour tous nos téléspectateurs. Alors, vous êtes sous-directrice de la lutte contre la désertification à la Direction générale des forêts. Aujourd'hui, c'est la journée la plus longue, c'est l'été. Oui. Et c'est le solstice d'été, c'est ce qu'on dit. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est la journée la plus longue et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de chaleur cette année, et sinon on sera confronté à d'autres problématiques. Exactement. Vous devez veiller justement à la préservation de nos espèces, de nos essences et surtout comment veiller surtout contre les feux de forêt. Oui, c'est très important. Mais bien sûr, vous allez nous expliquer ce que c'est que le désert et ce que c'est que la différence entre la désertification et l'avancée du désert. Oui. Donc, avant de commencer cette thématique, j'aimerais bien faire un tout petit rappel. Donc, chaque année, on célèbre la journée mondiale de la lutte contre la désertification qui coïncide avec le 17 juin. Bon, le 17 juin, c'était le 3e jour de l'Aïd, donc on n'a pas pu organiser quelque chose le jour même. Mais le 17 juin, en fait, c'est pour commémorer la signature de la Convention internationale de la lutte contre la désertification. C'était un 17 juin en 1994 à Paris. Donc, cette année, on célèbre le 24e anniversaire. Pourquoi cette convention? Parce que le monde entier a pris conscience de ce phénomène de désertification et de sécheresse qui a frappé plusieurs pays, notamment l'Afrique. Donc, dans les années 62, il y a eu beaucoup de sécheresse où on a perdu plus de 200 000 personnes. Et puis, vers les années 80, la famine également a frappé l'Éthiopie, la Somalie et tout. Et malheureusement, donc, ça continue. Dans l'actualité, on voit encore aujourd'hui des pays africains manquer d'eau énormément. Effectivement, parce que c'est des ressources naturelles importantes pour la survie des populations. Et puis, à partir des années 90, donc 92-94, il fallait vraiment mettre en place cette convention qui a un petit peu fédéré ce problème au niveau mondial, je dirais mondial. Même certains pays européens sont touchés par la dégradation des terres. Donc, justement, pour faire la différence entre la désertification et le désert. Donc, c'est vrai que 87% de notre pays, de l'Algérie, c'est du désert. Mais dans ce désert, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont fertiles et qui assurent un petit peu l'agriculture saharienne. D'ailleurs, c'est pourquoi on retrouve sur nos tables des pommes de terre du sud, la tomate venue du sud. Donc, ce sont des terres très fertiles. Très fertiles. Donc, la lutte contre la désertification, c'est la gestion durable des terres. Ça veut dire qu'on doit les préserver, même au niveau du sud. Donc, il y a un désert, c'est un écosystème saharien. Il a toute sa beauté qu'on devrait en profiter. Ses difficultés, c'est vrai, mais il a quand même sa beauté. On devrait le valoriser dans le cadre de l'écotourisme. Il y a beaucoup de touristes qui viennent vers le sud algérien. Mais les terres agricoles qui existent au niveau du sud, elles sont soumises aux tempêtes de sable. Donc, parce qu'il y a les dunes de sable, donc il y a plusieurs tempêtes de sable qui menacent ces palmiers, qui nous produisent beaucoup de dattes et qui menacent ces terres agricoles qui produisent toute une nourriture qui assure la sécurité alimentaire. Quand je vous ai dit, alors le désert avance, vous m'avez dit non. Finalement, c'est donc de fausses idées. En fait, l'Algérie a toujours préservé son écosystème et surtout a travaillé pour d'éviter que le désert avance avec bien sûr cette ceinture verte qui a donc été mise en place juste à l'indépendance et par la suite, ça continue et ça continue encore aujourd'hui. À l'Oued, nous l'avons constaté sur les abords bien sûr des routes. Nous avons vu la plantation de nombreuses essences aussi, résistantes aussi à la sécheresse, effectivement. Parce que en fait, la lutte contre la dégradation, c'est la gestion durable des terres. Donc, il faudra assurer une couverture végétale qui doit protéger ces terres. Donc, pour que ces terres ne soient pas soumises à l'érosion hydrique ou bien l'érosion éolienne, il faudra vraiment les couvrir. C'est comme les êtres humains, il faut se couvrir pour ne pas se faire mal des températures ou bien du froid. Donc, dès l'indépendance, les premiers responsables de l'État ont pensé à
à planter. On a fait les premiers chantiers populaires dans les années 60, vers 62, juste après l'indépendance. Puis a jailli l'idée du barrage vert qui a été mise en place dans les années 70 sur 3 milliards d'hectares au niveau de la steppe. Oui. Qui a mobilisé donc qui a mobilisé beaucoup, effectivement. Donc les services nationaux à qui on rend hommage parce que si on doit se poser la question si ce barrage vert n'a pas été mis en place, qu'est-ce que serait le nord algérien actuellement? Donc c'est vrai que c'était pour un petit peu, à l'époque c'était pour freiner l'avancée du désert, mais en réalité c'était pour fixer les sols et préserver donc l'érosion contre l'érosion, préserver les terres, préserver surtout la steppe parce que c'était le bassin laitier, c'était la région qui produisait de la viande, qui nous donnait beaucoup d'alimentation pour les populations. En fait, agropastorale, effectivement. Ce sont des régions agropastorales où il y avait l'agriculture et bien sûr le bétail qui était très présent aussi, qui avait donc cette identité de l'Algérie. C'était des races très recherchées. Très recherchées, effectivement. Donc il fallait préserver ce territoire-là. Et puis depuis, il y a plusieurs programmes qui se sont succédés, qui ont été menés par le secteur de l'agriculture en partenariat bien sûr avec les autres secteurs, parce qu'en fait la désertification c'est le problème de tout le monde. La population est responsable, les décideurs, les consommateurs, les investisseurs, donc tout le monde bien sûr, aujourd'hui au niveau mondial, nous pensons à la sécurité alimentaire des populations. Donc encore une fois, pour l'autosuffisance des peuples, bien sûr, pouvoir avoir une agriculture en tout cas durable surtout, avoir des terres aussi très fertiles et arables, des terres arables pour pouvoir travailler ces terres. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'investisseurs qui ont eu ce courage d'aller travailler ces terres et notamment dans le sud du pays. Effectivement, qui ont eu de très bons résultats. Effectivement, on est revenu la dernière semaine du mois de Carême, donc on était à Insalah, on avait vraiment des jeunes, ça m'a fait vraiment plaisir de voir des jeunes quitter Alger pour aller faire de la restauration des terres, faire de l'agriculture au niveau de Insalah. Il y a eu beaucoup de blé, beaucoup de légumes vraiment qui étaient très en plus bio. C'était des produits bio, il y avait des produits laitiers, donc ça fait plaisir quand même de voir la jeunesse qui reprend un petit peu les activités de leurs parents et qui sont là pour un petit peu nous aider à développer notre agriculture, parce qu'en fait quand on a une bonne nourriture qui est bio, c'est la sécurité alimentaire et c'est la souveraineté nationale qui est assurée. Et d'ailleurs cette année, le slogan de cette année que le secrétariat de la Convention, c'est donc la terre a de la valeur, investissez-y. C'est-à-dire donc cette terre elle a de la valeur si on la préserve pas, si on n'investit pas. Donc c'est une façon de faire appel aux investisseurs, donc aux bailleurs de fonds pour investir dans ces terres, et surtout les terres qui sont nues, il faudra les planter, il faudra les restaurer avec des espèces utiles. Et maintenant on est dans l'obligation de choisir des espèces résistantes à la sécheresse et au changement climatique actuel. Donc nous avons une nouvelle donne, nous sommes dans l'obligation de respecter cette nouvelle donne, c'est de choisir des espèces non seulement résistantes à la sécheresse et aussi à croissance rapide, parce qu'il y a une économie que nous devrons développer, et choisir des graines résistantes à la sécheresse, du blé. Donc tout ça c'est des légumineuses qui peuvent s'adapter à ces conditions qui sont sévères. Effectivement, l'adaptabilité bien sûr de ces espèces. Heureusement, il y a aussi cette science qui est magnifique. Heureusement, bien sûr, on ne pourra pas travailler seul. Il faut qu'il y ait ce partenariat avec les chercheurs. D'ailleurs, il est mis en place, donc on travaille avec eux. La science des sols qui nous permet de savoir quel type de plantes pourrait vivre et résister, et non pas aussi planter anarchiquement comme ça sans avoir de résultats. On va voir ensemble un reportage puisque notre journaliste Karim Haïfa s'est penché sur le sujet, la lutte contre la désertification. Regardez, on se retrouve juste après. Un champ d'action extraordinairement vaste s'étendant sur 27 wilayas steppiques, le HCDS, Haut Commissariat au développement de la steppe, a réussi à créer à ce jour plus de 5000 parcelles de terre avec des actions ciblées sur la protection du sol et les plantations pastorales. Objectif, lutter sur le long terme contre la désertification. Ces espaces couvrent une surface totale de plus de 400 000 hectares avec pour objectif la protection du couvert végétal et les plantations pastorales. Si on combine plantation et protection des végétaux, on a ce résultat que vous voyez là, avec un terrain autrefois sablonneux et qui maintenant, après la plantation de végétaux appropriés, est en train de changer de visage. Le sol est maintenant protégé et le sable ne se déplace plus. Autre mission du HCDS,
la création de plusieurs centaines de parcours pour le pâturage du cheptel ovin et caprin, des espaces loués aux nomades de la région qui en tirent profit en période de sécheresse et qui chaque année génèrent près de 10 milliards de centimes au profit du trésor public. Entre 2017 et 2018, plus de 9 milliards de centimes ont été engrangés grâce à ces parcelles protégées au profit du trésor public. Ces parcelles contribuent de façon significative à la diversité végétale, avec des zones autrefois désertiques et qui maintenant reprennent vie avec une nouvelle couverture végétale. Dans son programme d'appoint qui vise la protection de 3 millions d'hectares de zones stépiques, le HCDS prévoit le développement de l'hydraulique stépique, la création de points d'abreuvement pour les troupeaux et la réhabilitation des vieux puits avec la réalisation de forages dans les zones les plus reculées. Voilà, on a pu un peu voir le travail de toutes ces personnes qui aiment la terre et qui la préservent absolument. Donc entre le bétail et surtout la terre, cette terre nourricière qui aujourd'hui offre des fruits à tous ceux qui la travaillent. Alors on a vu donc un exemple, on a vu aussi que vous étiez là, vous veillez, vous et tous ceux qui travaillent à la Direction Générale des Forêts, à travers le territoire national, vous essayez aussi de surveiller surtout et préserver cette nature et cet écosystème. Effectivement, bon, le HCDS c'est notre partenaire au niveau de la steppe, donc on essaye de préserver, parce qu'en fait la lutte contre la désertification elle passe par trois étapes. Donc la première étape c'est de préserver l'existant, ça veut dire le patrimoine forestier, là où on a de la couverture végétale. D'ailleurs en classant les parcs nationaux ça nous permet de préserver quand même un certain puits important en matière de biodiversité. Nous en avons combien des parcs nationaux en tout et pour tout sur le territoire? Ceux qui sont classés actuellement, donc on a 8 les parcs nationaux. Et on a les parcs culturels, ils sont à 5, donc ils sont à vocation culturelle, mais ils abritent quand même une biodiversité très très importante et des ressources naturelles importantes, notamment la terre, l'eau. Les zones humides aussi. Oui, on a les 50 sites Ramsar classés, on a à peu près 2000, dans les 2500 zones humides, toutes catégories confondues, dont des 50 de nidification effectivement, des oiseaux, voilà, bien sûr, voilà. Et donc les 50 sont classés sites Ramsar, donc au niveau international. Donc nous œuvrons à protéger l'existant, ça veut dire c'est la première étape. La deuxième étape, ça veut dire c'est ce qui est touché par un petit peu une dégradation. Donc on œuvre pour sa restauration à travers des plantations, à travers de la préservation des bassins versants. Plusieurs intervenants, donc on travaille ensemble tout en faisant appel à la recherche parce que c'est très important. Et la dernière étape, ça veut dire c'est l'étape la plus coûteuse, c'est carrément de restaurer ce qui est dégradé. Bien sûr, donc la plantation. La plantation et peut-être carrément reconstituer l'écosystème. Donc c'est de ramener de la terre, c'est de reconstituer. Quand il y a une remontée biologique de la faune, de la flore, automatiquement la faune revient à son écosystème. Donc on essaye de remettre un petit peu cette relation entre le sol et le vivant. Donc il faut préserver le couvert végétal des régions, bien sûr tout en assurant de l'alimentation pour les cheptels qui existent au niveau des régions. Bien sûr, surveiller énormément le territoire, même les plus éloignés, bien sûr. Il y a donc la lutte anti-acridienne, donc, qui est aussi pour lutter contre l'invasion des criquets. Chaque année, donc, il faut faire très attention. Il y a une commission qui surveille, on l'a vu à travers des reportages, donc qui travaille énormément pour surveiller, parce que là encore, ça pourrait détruire des parcelles et des parcelles. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que les causes de dégradation de ce couvert végétal sont diversifiées, et c'est pour ça qu'on a plusieurs partenaires. Donc chaque partenaire a une responsabilité bien précise. Par exemple, au niveau des directions des services agricoles, c'est eux qui assurent cette surveillance du criquet. Et nous en tant que secteur des forêts, nous avons la qualité d'officier de police judiciaire. Donc nous surveillons tout ce qui est délit, tout ce qui est coupe, tout ce qui est défrichement, et nous surveillons également quand il y a des pyromanes qui mettent le feu. Bien sûr, et ça c'est important. Ça c'est important parce qu'on est en pleine saison, donc vraiment c'est une période où le secteur est très très mobilisé pour surveiller contre les feux de forêt. Nous avons le HCDS qui joue un rôle très important également pour cette préservation. Au niveau du sud, on a le CEDAR, c'est le commissariat du développement de l'agriculture saharienne. Donc tout le territoire national est bien surveillé parce qu'en fait on est obligé de préserver ce couvert végétal, de préserver cette biodiversité et surtout par rapport au changement climatique. Donc on est dans
l'obligation, mais toujours c'est insuffisant. Vous avez une surveillance accrue, que ce soit les prédateurs naturels, les insectes, les ravageurs, etc. Il faut tout surveiller, la processionnaire des... Exactement, oui, la chenille processionnaire, nous avons des périodes où nous la traitons pour préserver le couvert végétal. Nous avons des maladies, des fois des maladies comme ça qui viennent à l'improviste. On est obligé de préserver notre faune également, la faune sauvage. Donc tout ça, c'est beaucoup de missions. Je pense que c'est l'homme qui reste le plus grand des prédateurs. Dans l'abattage, par exemple, des essences comme ça, vous avez donc eu à surveiller plusieurs fois des cas. Oui, maintenant on essaie de mettre quand même une stratégie, une stratégie pour faire participer cette population limitrophe en les faisant bénéficier donc des concessions agricoles, en les faisant bénéficier des périmètres d'autorisation d'usage au niveau du domaine forestier. Donc à partir du moment où il peut développer son apiculture au niveau de nos territoires, quand il peut développer son agriculture, donc il devient partenaire. Ça veut dire à partir de ce moment, c'est lui-même qui surveille notre territoire parce qu'il est bénéficiaire de ce territoire. Et je pense que cette stratégie a ramené quand même beaucoup de fruits. Nous avons beaucoup de partenaires. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais on sait qu'on a fait au moins la moitié du chemin. Et là, il y a toute une stratégie de vulgarisation pour informer les agriculteurs sur les techniques de labour, sur les techniques d'irrigation. Quand on n'utilise pas les bonnes techniques, c'est ce qui dégrade en quelque sorte les terres. Alors si maintenant on assure une certaine semence, une certaine nourriture, peut-être d'ici quelques années, on n'aura pas cette production. Donc on essaie de sensibiliser. La sensibilisation et la vulgarisation jouent un rôle très très important pour faire appel à ces agriculteurs, pour qu'ils préservent ces terres, parce que c'est très très important. Vous avez des équipes formidables qui sont sur le terrain. On rend hommage bien sûr à la Direction Générale des Forêts, notamment avec tous ces agents qui travaillent et qui veillent au quotidien, bien sûr, pour cette préservation. Et surtout durant cet été, j'espère qu'il n'y aura pas de feux de forêt. J'espère. Moi, je ferai juste un appel, mais il faut vraiment qu'on investisse dans nos terres pour qu'on les préserve. Il faut qu'on assure la restauration de ces terres. Il faut qu'on augmente le couvert végétal de notre pays. Parce qu'à partir du moment où on gère durablement nos terres, donc on va assurer ce qu'on appelle les 3 S. Donc c'est la sécurité alimentaire, la sécurité sociale pour la souveraineté nationale. Voilà, en tout cas, bravo à vous et bonne chance. Il va y avoir aussi la récolte du liège en juillet, normalement. En juillet, et puis il y aura la célébration officielle de cette journée samedi prochain, un Naama en présence de notre ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Si la population veut planter, si un individu veut planter des arbres, il les plante dans son quartier, un peu partout, il y a un endroit bien précis? L'action de tout le monde est la bienvenue. Donc, quand c'est dans les terrains de l'État, donc il y a toujours des opérations qui se font, il y a des opérations de volontariat. Même celui qui veut faire planter, il veut faire appel aux techniciens, on est toujours disponible. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, Saleha Fertas, vous êtes donc sous-directrice de la lutte contre la désertification à la Direction Générale des Forêts. Merci beaucoup d'être venue et pour toutes ces informations que vous nous avez données ce matin. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Medjid Benqassi, qui nous fait découvrir les infrastructures et surtout l'investissement dans la région de Khenchela. Cap sur l'est du pays avec la relance de l'investissement dans le domaine touristique. Et ce ne sont guère les projets de construction de complexes hôteliers qui manquent dans la wilaya de Khenchela, à commencer par la réalisation d'un grand complexe dans une localité située à proximité de la station thermale de Hammam Salihin, une région qui souffre du manque flagrant d'infrastructures hôtelières pour accueillir les curistes et les visiteurs de la région. Effectivement, le secteur du tourisme, il commence à pénétrer notre wilaya. Jusque-là, on a misé uniquement sur le complexe thermal de Hammam Salihin, mais on a senti que la clientèle ou les visiteurs de la wilaya ont besoin d'autres infrastructures d'accompagnement telles que les hôtels de haute gamme. Et dans ce sens, la wilaya, notamment la zone du complexe de Hammam Salihin, on a enregistré 2 projets touristiques, je peux dire, de haute gamme qui commencent à naître au niveau de cette région. Nous sommes allés du côté d'El Hamma, à quelques kilomètres du chef-lieu de wilaya Khenchela, et nous avons rencontré un autre investisseur dans le domaine du tourisme. Celui-ci s'est attaqué à un grand hôtel, un complexe hôtelier. Il a beaucoup avancé.
Mon projet est un hôtel de 88 chambres, doté aussi d'une salle des fêtes et d'une salle polyvalente. L'hôtel comprend un restaurant gastronomique, une cafétéria, une salle de conférence et une piscine. Et dans un proche avenir, je compte construire un parc d'attractions à proximité. Et bien sûr, tout cela après avoir bénéficié des avantages de l'Andy. أنا الآن في مشروع اللي عنده فعلا المرافقة تاع كل المصالح لما الأمور تمشي بشكل سلس حنا رانا نشوفوا في مستثمر في ظرف 3 سنوات راح يسلم لنا مؤسسة فندقية. Nous sommes devant un projet qui a bénéficié de l'accompagnement de tous les services. Et quand les choses marchent, cet investisseur va nous livrer en l'espace de 3 années un complexe hôtelier qui répond aux standards internationaux. C'est un établissement qui vise une clientèle de curistes de Hammam Salhi, une clientèle de montagne avec les mondes de Sheria et le tourisme urbain. Nous sommes à proximité de Khenchela. Une véritable aubaine pour le tourisme domestique, mais il faut rappeler que ce type d'investissement de plus de 130 milliards de centimes, qui sera livré vers la fin 2018, résorbera un tant soit peu le chômage au niveau de la localité. حوالي 40 عامل يعملوا في الإنجاز. Dans sa phase de réalisation, le projet a vu la création de 40 emplois et à sa livraison vers la fin de l'année, nous comptons recruter une centaine d'employés. Une dynamique nouvelle à maintenir pour assurer un réel développement du secteur. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons parler aujourd'hui d'Algérie Post. Et bien, puis pour ce faire, nous avons un convié avec nous ce matin, le directeur central de communication d'Algérie Post, Nafa Mezari. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'inauguration du bureau de poste mobile. Ça a été une première et donc les abonnés ont constaté cela au niveau des sablettes. Ce bureau de poste mobile qui est resté ouvert très tard le soir et au grand bonheur des abonnés. Tout à fait, exactement. Donc le bureau de poste mobile a été présenté la première fois lors de la 37e session de l'Union panafricaine des postes. Oui. En avril dernier. Nous en avons parlé justement, nous avions reçu le secrétaire général. Tout à fait, voilà. Et donc en fait c'est une initiative d'Algérie Post qui s'inscrit dans le cadre de la densification du réseau postal, qui reste actuellement le premier réseau postal, le plus grand réseau postal africain, avec 3800 bureaux de poste. Et ainsi que avec cette initiative, nous comptons justement rapprocher encore plus nos services qui sont déjà proposés dans les bureaux de poste standards à des régions plus isolées ou bien au niveau des places publiques à forte affluence. C'est ça, beaucoup de facilitation en tout cas pour les usagers de ces bureaux de poste et beaucoup de nouveautés. Alors bien sûr, les nouvelles technologies de l'information et de la communication viennent pour renforcer tout cet échange avec bien sûr les bureaux de poste. Vous me disiez tout à l'heure que beaucoup se plaignent peut-être de ne pas avoir accès peut-être plus facilement. Aujourd'hui, tout est high-tech et devrait l'être de plus en plus, mais vous dites c'est pas tout le monde qui sait encore utiliser. C'est vrai, on est à l'ère du numérique et c'est notre politique. Moderniser. La modernisation, la digitalisation et la numérisation de tous les services, que ce soit d'Algérie Post ou du secteur. Mais n'oublions pas aussi que tout le monde n'est pas aussi familier avec ce type de service et ça reste les services classiques restent beaucoup plus sollicités et c'est pour ça que justement nous prenons ce type d'initiative afin de toujours proposer nos services, d'autant plus que les bureaux de poste généralement ferment à une certaine heure et donc le bureau de poste mobile offre une alternative pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer au niveau des bureaux de poste quotidiennement, avoir la tranche entre 18h et 22h. Une alternative justement pour avoir un bureau de poste ouvert à proximité. Et avoir la possibilité de le faire tout en sortant, tout en tout cas profitant de leur temps de loisir pour pouvoir faire un saut au niveau du bureau de poste. Exactement. Alors, on a des images puisque notre journaliste Leïla Benaïcha s'est déplacée carrément au niveau des sablettes et a pu constater le travail de ces agents du bureau de poste mobile. Regardez. Pour rester proche de ses clients et mieux les servir, Algérie Post a lancé son premier bureau poste mobile, installé dans un premier lieu aux Sablettes d'Alger.
ce bureau de poste présente tous les services d'un bureau de poste normal, notamment les opérations financières, retrait, versement, paiement des factures, eau et électricité. Cette initiative s'inscrit dans l'optique de modernisation des services d'Algérie Post et du rapprochement et d'amélioration de nos services pour une meilleure qualité et une plus grande couverture. Le bus est un produit algérien 100%, réalisé par la SNVI spécialement pour le besoin d'Algérie Post, avec toutes les commodités, y compris un passage aménagé pour les personnes aux besoins spécifiques. Il est alimenté à travers une connexion satellite d'Algérie Télécom Satellite, ainsi que d'une connexion Mobilis, et alimenté par des panneaux solaires afin de recharger les batteries du bus. Sur place, le client peut effectuer les mêmes opérations que dans une poste ordinaire, c'est-à-dire retrait, versement, dépôt et paiement. Ça fait plaisir d'avoir un service pareil, par exemple, surtout dans les soirées de Ramadan, et on aimerait bien avoir ce genre de service aussi tout au long de l'été, parce que, comme vous savez, on est des employés, comme tout employé, on est toujours occupé dans nos bureaux la journée, etc. Alors, on n'a pas assez de temps pour aller au guichet de Algérie Post. Et ce service nous permet de venir la nuit comme ça, comme vous le voyez. Ça nous facilite la tâche. Dans sa conception, aucun moyen de confort qui assurerait un cadre de travail agréable n'a été omis. Et afin d'accomplir sa mission en toute sécurité, le bus est doté d'un dispositif sécuritaire complexe. À partir de 21h jusqu'à minuit, et nous recevons beaucoup d'usagers et ils sont très satisfaits du service. Le bureau de poste mobile est équipé des derniers systèmes de sécurité, notamment les systèmes d'anti-infraction, des caméras de surveillance et qui assurent justement la sécurité et des citoyens et des employés à l'intérieur aussi. Quand Algérie Post joint l'utile à l'agréable, c'est toute une clientèle satisfaite qui se félicite. Alors, cette expérimentation a été donc lancée, je dis bien expérimentation parce que ça a été lancé durant Ramadan, mais finalement ça va rester tout au long donc, des vacances. Exactement, donc c'était un projet type, c'était un prototype et un premier exemplaire justement du bureau de poste mobile qui a connu beaucoup de succès, que ce soit par rapport au mois de Ramadan ou bien actuellement qui est justement toujours au niveau des sablettes et qui connaît une forte affluence après les heures justement de fermeture des bureaux de poste standards. Nous avons également une commande de 25 autres unités qui vont justement servir à couvrir le territoire, dans l'ensemble du territoire national et essayer justement de rapprocher les services de nos bureaux de poste vers des régions plus ou moins isolées ou bien éloignées des bureaux de poste qui sont aux alentours. Ça, en tout cas, va faciliter énormément de choses aux usagers. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'y aller au niveau des bureaux de poste, ils ont pu le faire. On a pu voir aussi les agents. Il y en avait donc deux, carrément, qui faisaient toutes ces opérations de retrait et donc d'échange. Tout à fait. Donc, le bureau de poste mobile comporte deux guichets qui proposent tous les services qui sont déjà disponibles au niveau des bureaux de poste standards. Et il est équipé justement d'une connexion par satellite et d'une connexion Mobilis pour assurer une bonne connexion au réseau. On ne peut pas dire le micro est en panne, hein? Ah non, pour le moment justement, on a renforcé les équipements de ce bureau de poste mobile qui est en fait un bus qui est produit par la Société nationale des véhicules industriels, la SNVI, et donc c'est un produit 100% algérien et produit avec des matériaux locaux. Lors de sa présentation justement lors de la 37e session de l'UPAP, il a connu beaucoup de succès auprès des représentants des pays africains qui ont notamment justement... on était les premiers justement à présenter. Et donc le secrétaire général qui lui était venu sur notre plateau était très, très heureux d'annoncer cela pour l'Algérie et il disait nous aussi on n'a pas encore tout ça dans notre pays. Tout à fait, ils ont même suscité, ils ont même
présenter des vœux de commande dans le cas où il y a un succès. Et le succès est là, justement. Et nous, en espérant que déjà la Société nationale des véhicules industriels va pouvoir nous livrer à temps répondre surtout à la demande. Exactement, la demande locale. Et après, on verra pour une éventuelle. Alors, j'imagine que Algérie Post est en train de moderniser donc ses services, surtout pour faciliter aux usagers de pouvoir accéder à leurs comptes plus facilement, à d'autres services plus facilement. Encore une fois, moderniser, en tout cas, rester sur la toile et être accessible beaucoup plus. Rester proche de nos citoyens et de nos clients est une doctrine, justement, et à travers le bureau de poste mobile, ce n'est qu'une initiative justement pour rapprocher encore plus nos services, avec bien éventuellement le reste des services qu'on est en train de déployer. D'ailleurs, il va y avoir une exclusivité bientôt, une surprise bientôt. Tout à fait. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, les tests sont très concluants et nous aurons de nouveaux services à déployer très prochainement, Inch'Allah, en ajoutant à ça, bien sûr, les services qui sont actuellement disponibles, le paiement de factures à travers le site internet, l'application mobile Balidi Mob qui nous permet éventuellement de payer ses factures, de recharger ses téléphones, voilà, et même de faire un transfert de compte à compte. Très bien, c'est donc de bonnes nouvelles. Et bien sûr, sans oublier la carte Gold qui a été lancée donc depuis... La carte Dahabia, voilà, où nous comptons justement 5 millions de cartes qui sont déployées. Distribuées. Exactement, et qui justement facilite le quotidien des Algériens à travers le retrait de grandes sommes de liquidités d'un coup, et éventuellement le paiement avec, Inch'Allah, très prochainement le paiement en ligne, qui sera justement le e-payment, avec tous les services qui sont déployés en ligne, et qui connaîtra certainement un plus grand succès, une plus grande vulgarisation. En tout cas, les habitants d'Alger sont contents d'avoir eu donc ce service-là au niveau donc des sablettes, avec ce nouveau bureau de poste mobile, et j'espère qu'il va se déployer un peu partout sur tout le territoire national. Comme ça, les Algériens de là où ils sont, ils pourront tout C'est l'objectif de cette opération, justement, rapprocher nos services. Ils n'ont pas les contraintes peut-être des horaires Non, justement, c'est justement pour renforcer les horaires classiques qui sont de 8h à 16h ou à 18h. Le bureau de poste mobile propose justement ces services à partir de 17h pour les gens qui n'ont pas pu se rendre au bureau de poste standard et effectuer leurs opérations le plus normalement possible. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et puis bonne chance encore une fois à tout ce que vous faites avec bien sûr les bureaux d'Algérie Post. Merci d'être venu. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite d'apprécier cette belle voix de Fadela Zeria. On se retrouve juste après. عن ضياياني يا بدر الداج من هواك الجد فنان وحرم عني المنام والصد فناني يا بدر الداج من هواك الجسد فنان وحرام عني المنام والصد فناني ولا الحبيب في حياته ينساني
ولا ضنيت الحبيب Voilà, c'était donc Fadela Dziria, Allah yarhamha. J'espère que vous avez apprécié ce chant, bien sûr. Et bien, tout de suite, nous allons parler sport et sport universitaire avec des athlètes et surtout les organisateurs de la 16e édition des Jeux universitaires qui vont prendre effet du 22 au 29 du côté de l'université de Blida. Alors, pour nous en parler, nous avons donc des invités. On a une championne, on a une athlète, Ijlal Lazar. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes donc athlète judo, en judo, c'est cela? Judo, ouais. Ceinture noire de judo. Voilà, marhaba bik. Monsieur Houari Najib, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc directeur de l'Institut des sciences appliquées à l'université Blida 1. C'est ça? Tout à fait. Marhaba bik. Et nous avons monsieur Jafar Nahar qui est DJS, c'est cela? Oui, directeur de la jeunesse et des sports. Directeur de la jeunesse et des sports. Vous faites le relais entre l'université, bien sûr, et la direction de la jeunesse. Voilà, exactement. Alors ces jeux, c'est pas nouveau pour vous puisque c'est la 16e édition. Bon, c'est la 16e édition, donc on a eu la chance cette année de recevoir ces jeux au niveau de la wilaya de Blida. Donc on a mis tout le mécanisme pour lancer bien. Place. Exactement, donc tout est prêt et fin prêt pour recevoir ces jeunes. Plus de 1200 jusqu'à 1500 quand même athlètes qu'on va recevoir au niveau de la wilaya. À partir du 22, vous les recevez? À partir du 22 et l'ouverture, ça sera le 28 jusqu'au 29. Voilà. Donc il y aura toute l'ouverture, ça sera le 23 et la clôture le 29 de ce mois-là. Donc on a mis tout ce qu'il faut pour les recevoir, pour avoir un bon accueil. Et il y aura évidemment 5 disciplines, 3 sports collectifs et 2 sports individuels, à savoir donc le handball, le basketball, le judo, l'athlétisme. Donc c'est les disciplines qui vont être appliquées sur terrain. Bon, pour le secteur de la jeunesse des sports, on a mis toutes les infrastructures à la disposition de l'université pour que ça se déroule dans de bonnes conditions, à savoir la salle omnisport de l'Afron, stade Cha'lan, la salle de Palais des Sports.
Oui. Donc tout ça est fin prêt pour D'ailleurs, il y a eu des compétitions tout au long de l'année. Il y a eu des échanges entre universités, du côté de Blida notamment. Oui, voilà. Donc on n'arrête pas de faire des différents échanges. Et évidemment, ce qui est la force à Blida, c'est qu'il y a une très très bonne entente entre l'université et le secteur, la jeunesse des sports. Tant mieux, tant mieux. Ouais. On va en parler. Alors ça, c'est l'affiche de votre événement. Vous nous l'avez ramenée. D'ailleurs, on est en train de la voir. Une affiche qui montre un petit peu toutes ces disciplines, donc les 5 disciplines que vous allez donc mettre à l'honneur. Alors, vous qui êtes donc un représentant donc, de l'université de Blida, vous êtes bien placé pour nous dire l'impact donc de ces jeux sur le cursus aussi universitaire. Tout à fait. Donc voilà, au nom de l'université de Blida, de son recteur, professeur Tahar Abadlia, qui est le président du comité d'organisation de ces Jeux universitaires, organisés au niveau de la ville universitaire de Blida, qui renferme je dirais sa locomotive, l'université Saad Dahleb Blida 1, l'université Ali Lounisi Blida 2 de l'Afron, l'école supérieure d'hydraulique de Som'a, ainsi que les 2 directions des œuvres universitaires de Blida et de l'Afron. Pour rebondir sur votre question, effectivement, entre autres activités, je dirais, récréatives au sein de l'université, qu'elles soient culturelles, scientifiques dans le cadre associatif, l'activité sportive reste un des leviers les plus importants, les plus performants pour rester dans la sémantique de cette thématique, pour le développement et l'épanouissement des jeunes étudiants durant leur parcours universitaire et bien au-delà. Oui, parce que ça commence tôt déjà, quand on voit qu'il y a donc un vivier donc, de sportifs qui arrivent à l'université, ça veut dire qu'ils étaient aussi très performants au niveau donc, scolaire, et c'est très important de développer et le sport scolaire et par la suite le sport universitaire. Absolument. D'ailleurs, dans le secteur de l'enseignement supérieur, il y a un plan de relance du sport universitaire en collaboration avec la Fédération nationale des sports universitaires, des ligues locales comme la Ligue universitaire de Blida, qui fait quand même un travail assez appréciable. À titre d'exemple, je dirais que pour rebondir sur la question sur l'université Saad Blida 1 que je représente aujourd'hui, dans le cadre du projet d'établissement qui vient d'être élaboré, une place prépondérante a été quand même consacrée au volet qu'on qualifie globalement de la vie estudiantine. Durant le cursus universitaire, le jeune étudiant, bien sûr, est appelé à accomplir sa formation, qui est son principal objectif, mais pas que. Il y a une vie estudiantine qui est assez, promotrice sur le plan personnel, sur le plan de son développement, et donc dans le cadre de cette vie estudiantine, je reviendrai sur l'activité sportive qui constitue quand même beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à fournir, parce que quand on dit sportif, c'est aux sportifs aussi à haut niveau. Ça peut aussi dire que ces athlètes vont beaucoup travailler, en plus de leurs études universitaires, vont devoir aussi beaucoup s'entraîner. Tout à fait, ils sont étudiants, mais pas que, ils sont athlètes, mais pas que. Donc, on demande toujours plus. Absolument, ils seront appelés à diversifier leurs efforts, pour être, comme je dirais, je reviens sur le terme de performance, performant, chacun à son niveau, chacun selon ses ambitions et ses aspirations, à réussir un parcours scientifique, académique et absolument, et aussi académique. Beaucoup de sportifs, notre jeune demoiselle ici, à qui on souhaite beaucoup de réussite, tant sur le plan universitaire, professionnel prochainement, Inch'Allah, mais aussi sportif. Oui. Alors, Ijlal, elle est en 2e année universitaire communication audiovisuelle, c'est ça? Voilà. Ou Raki ceinture noire, judo. وقتاش بديتي le sport? سبور بديته في جمعية تاع ولادي عيش من 2012. Avant l'université? قبل بديت يعني من الصغر ماشي ما يعني من 2012 كنت ندرب مع جمعية ولادي عيش اللي هي الفريق تاعي، وحد الآن مازالني منخرطة فيه، والحمد لله وصلت لنتائج يعني
بالنسبة لي جد متوسطة. Voilà. En tout cas pour les Jeux universitaires, c'est la première fois que vous participez chaque année? لا عندي ألقاب، عندي لقبين في هذه البطولة. يعني هذه المرة الثالثة اللي حنشارك فيها إن شاء الله. إن شاء الله تكون مشاركة موفقة. Alors vous avez des athlètes اللي تخافي منهم ولا chaque année? Non, ما كاش. D'accord. Toujours prête à aller de l'avant. Oui, دايما الحمد لله. Alhamdoulilah. Alors sinon, qu'est-ce que vous dites aux universitaires qui ne font pas de sport et qui veulent peut-être choisir une discipline? بون من جهة الجانب الإناث يعني نفتقدوا لممارسة رياضة الجودو. Il n'y a pas beaucoup de filles. ما كاش يعني كما نقولوا احنا العديد من البنات ما يمارسوش هذه الرياضة شغل يخافوا. هذه هي. Mais sinon, les entraînements, comment ça se passe entre l'école, enfin l'université, les études et le sport? نقدر نوفق بيناتهم يعني عادي، يعني الفترة الصباحية دائما الدراسة والفترة المسائية دائما الرياضة. Voilà. Et au niveau du club, ça se passe comment? Ça va? Ça va, alhamdulillah. أنا حبابة. Et les profs على بالهم بلي راكي aussi dans le sport? Bien sûr. Et comment ça se passe? يعني ils encouragent ولا ils suivent de loin comme ça? كاين اساتذه يعني ما كي نقول لهم بلي دير رياضه الجودو يعني كاين اللي يوقفوا معايا، كاين اللي يقولوا لي مليح سبور بوغ لي في، وكاين اللي يقول لك لا شغل سي دونجورو اي تو شغل يقول لك. Mais en fait c'est reluisant aussi pour l'université, c'est-à-dire que les titres que vous allez remporter c'est aussi pour l'université, donc vous représentez votre campus. Bien sûr. C'est ça. C'est important, hein, n'est-ce pas, monsieur Jafar Nahar? Bien sûr, nous, on est là évidemment pour encourager surtout le sport féminin aussi. Nous avons un programme. Et là, par exemple, vous avez un cas où mademoiselle Ijlal a quand même une ambition, c'est pour ça qu'on l'a ramenée aujourd'hui. Oui. Et elle a beaucoup d'ambition. D'ailleurs, elle a commencé à faire elle n'a pas dit, mais je vais le dire. Elle entraîne les petites filles, donc il y a quand même une génération une génération montante. Elle insiste sur justement le sport féminin. Voilà. Elle est pour le sport féminin. Et je dirais dans ces jeux-là, la 16e édition, ce qui a été décidé par d'ailleurs, je tiens à le remercier, le recteur de l'université, ainsi que M. Louali de la wilaya de Blida, c'est de faire participer le public dans ces jeux. Même l'ouverture officielle, ça sera dans la rue. Il y aura un défilé de tous les étudiants, de tous les sports de Blida dans les rues. Donc il y aura un défilé, une grande fête qui va se dérouler le 23. Donc à la place, je précise peut-être pour les Blidiens, donc à la place de Bab Zahir, jusqu'à Stade Daidi, en passant par Saht al-Hurriya. Donc il y aura un défilé, les fanfares, toute une fête, et ça sera un plateau pour le public. Et bien sûr, la compétition y sera, hein, voilà. Parce qu'il y aura donc ces disciplines, les athlètes qui vont devoir s'affronter, et surtout il y aura des gagnants. Évidemment. Exactement. C'est ça les jeux. Et un palmarès surtout pour chaque athlète. Palmarès, il ne faut pas oublier que le palmarès, il y a les Jeux universitaires en Éthiopie. Donc il y aura une qualification pour les gagnants. Ils vont partir en Éthiopie. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous êtes déjà sorti en dehors de l'Algérie pour les Jeux Mazel? Inch'Allah. هذا الألعاب الجامعية إن شاء الله ندير كما نقول قصار الجهد تاعي باش نتأهل للألعاب هذا إن شاء الله. En tout cas, bonne chance, bon courage. Et puis nous, on viendra voir un petit peu ce qui se passe réellement durant ces Jeux, durant ces quelques jours, bien sûr, de compétition à partir donc du 23 et ce jusqu'au 29 du côté de Blida. Merci beaucoup d'être venu. C'est beaucoup, merci. Voilà, bonne chance à vous. Merci et bonne chance surtout aux jeunes athlètes, étudiants, donc à qui on souhaite beaucoup de réussite sous n'importe quelle casquette qu'ils porteront en tant qu'universitaires et au-delà de leur vie universitaire, Inch'Allah. Très bien. Je rappelle, Houari Najib, vous êtes directeur de l'Institut des sciences appliquées de l'Université Blida 1. Monsieur Jafar Nahar, vous êtes directeur de la jeunesse des sports, bien sûr, de Blida. Merci d'être venu. Et Ijlal Lazar, vous êtes ceinture noire de judo. En tout cas, bonne chance pour le sport. Deuxième année d'université audiovisuelle et communication. Peut-être qu'un jour vous serez ici à la télévision, Inch'Allah, pour parler, pourquoi pas, de sport féminin. Inch'Allah. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On continue notre émission. On se retrouve juste après cela.
bien, on se retrouve bien sûr et on va continuer à parler de sport, et cette fois-ci un sport de haut niveau bien entendu avec nos invités, mais pas que. Notre ami Hakim Keshoud est là pour nous donner tous ces détails, et surtout on va garder la surprise jusqu'à un certain moment. Voilà, jusqu'à la bande-annonce. Bonjour Amel, Sahaïdek, et bien sûr Sahaïd, tous les téléspectateurs du Bonjour d'Algérie. Exactement. Voilà. Alors il y a bien entendu un événement sportif qui se profile. Voilà, ce sera donc pour vendredi, on va en parler dans quelques instants, juste le temps de défiler les infosports de ce week-end et bien sûr de ce qui se passe. Allez, très rapidement. Oui, on y va. On y va. Allez, cool. On commence par les Jeux méditerranéens. Allez-y. Voilà, qui débute ce vendredi. Jeux méditerranéens de la jeunesse, donc bien sûr avec la participation de 233 athlètes algériens dans 24 disciplines. La délégation algérienne, vous allez le voir, pour le premier contingent, donc a pris le départ hier donc de l'aéroport d'Alger direction Tarragone pour débuter les compétitions. Les premières compétitions vont concerner bien sûr le football avec cette fois-ci c'est les U20, plutôt les U18 qui vont représenter l'Algérie à cette compétition, alors qu'au départ c'était prévu que ce soit donc bien sûr les U18 ans. Et puis, juste avant, vous êtes en train de le voir, bien sûr, ces images, ce sont celles de l'événement mondial qui est en train de se dérouler avec cette Coupe du Monde donc qu'abrite la Russie jusqu'à la fin de ce mois. Bien sûr, pour certains, il y a eu quelques surprises lors de ce monde. Il y a eu des surprises. Beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Quand on voit que le mondialiste, l'équipe d'Allemagne, perd pour son premier match, ça fait un petit peu peur quand on voit un petit peu ce qui se passe dans ce mondial, dans les différents groupes. Certains pays ont déjà assuré leur qualification au 8e de finale, alors que d'autres, à l'image de certains pays africains qui, eux, sont déjà sortis de cette compétition. L'Égypte, le Maroc, éventuellement, bien sûr, il y a également l'Iran qui a été sorti, il y a l'Arabie Saoudite avec ses matchs défaits. L'Iran pas encore. L'Iran pas encore. Non, mais c'est une question. Oui, mais c'est une question de calcul après. Bon, après on parle de calcul, possibilité, mais il faudrait que tel club perd avec tant de nombre de buts, il faut que l'Iran gagne. Ça, c'est des calculs et on ne veut pas rentrer dans le détail. Pour l'instant, on va le suivre. Voilà, pour l'instant, les Iraniens, c'est vrai, ils ont une victoire face au Maroc qui est lui pratiquement éliminé. Ils ont perdu hier difficilement, très difficilement. Ils ont perdu sur 1-0. Il leur reste encore maintenant une chance. Ça va être compliqué. Ils joueront le Maroc. Il y aura un gros match. Ils joueront plutôt le Portugal. Il y aura un très gros match donc pour la première place également dans ce groupe. Et je suis sûr et certain que ni les Espagnols ni les Portugais ne vont lâcher prise pour cette première place, parce qu'après, il va falloir calculer avec qui on va tomber. Et là, ce sera une autre paire de manches pour les 8e de finale. Donc, des surprises. Reste encore une satisfaction. C'est Sénégal, seul pays africain qui a réussi à bien s'en sortir lors de ce mondial pour son premier match. Ils ont réussi à s'imposer. Pour le reste des clubs, ça se passe pour certains. Alors, pour le programme, aujourd'hui, à suivre, il y a 3 matchs qui sont au programme, à commencer par Danemark-Australie. Là aussi, un gros match pour les Australiens, mais également pour le Danemark qui peut assurer sa qualification. La France jouera face au Pérou ce soir à partir de 17h, mais également un très gros match entre la Croatie et l'Argentine, 2 clubs qui vont vouloir composter leurs billets pour le prochain tour. Voilà, et bien sûr, ça continue. Les activités ne cessent en tout cas de nous faire plaisir à travers le sport aussi. Tous ceux qui s'intéressent, notamment avec aussi un événement également sur Canal Algérie vendredi. Vendredi, on va en parler. Je ne sais pas si on peut encore repasser juste les sonores des Jeux méditerranéens. J'avais commencé par parler de cet événement avec le départ du contingent hier dans direction. Voilà, Mortal Hamani qu'on aura l'occasion de retrouver sur Canal Algérie, bien sûr, soit par téléphone, soit par en images, pour nous faire le point complet sur ces Jeux méditerranéens qui débutent donc, je le rappelle, ce vendredi sur une dizaine de jours. Voilà, ça c'est Hassiba Boulmarqa, c'est la chef de la délégation algérienne qui parle des quelques petits soucis juste avant le départ, quelques petits problèmes de billetterie, mais également bien sûr de déplacement. فالحمد لله يعني كانت الاتصال مباشرة مع سفير إسبانيا، وتلقينا اليوم موعد مع القنصل العام، وحلينا يعني تقدر تقول 90% كل المشاكل. حتى يعني الوفد اللي كانوا بعض الاعضاء الوفد اللي كانوا ما خداوش يعني التاشيرات تاعهم خداوهم الصباح هذه، والدفعه الاخيره تاع الجوازات السفر اللي حكتنا دوك هنا المطار. كنا مبريبارين من قبل مع الايفان، جاتنا صدفه ما كناش قاروا ولا هذه تاع اي دي جي البلاد نروحوا، كنا رايحين اي 21 رحنا حنا اي 18 وان شاء الله نشرفوا العالم تاعنا. ثاني ثوره من 4 شوالي مساكين نروح ان شاء الله، وجيسبر نشرف كاع اكثر الجزائر ثمورتنا.
Voilà donc on souhaite très bonne chance à tous ces jeunes qui vont représenter l'Algérie. C'est bien sûr, la plupart de ces jeunes auront peut-être l'occasion de représenter l'Algérie lors des prochains Jeux méditerranéens, on le rappelle, à Oran en 2021. L'occasion de détailler tout cela. Exactement. Alors, l'événement d'aujourd'hui et l'événement de vendredi, c'est beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est ce vendredi en soirée sur Canal Algérie à suivre. C'est un grand événement, c'est une première en Algérie. Je vais vous laisser le soin je l'ai annoncé en sommaire, d'annoncer la bande-annonce pour ceux qui ne l'ont pas vu. D'accord, pour ceux qui ont suivi en tout cas le sommaire, ils savent de quoi on va parler, de kickboxing bien entendu, un championnat et surtout un gala. On va voir tout cela en images tout de suite et puis on va présenter bien sûr nos invités dans un moment. On a la chance d'avoir 2 champions du monde. Un ancien champion du monde, maintenant organisateur et manager, et puis un jeune champion du monde algérien avec un trophée pour l'instant. On espère qu'il en aura un deuxième très bientôt. Alors, on y va à travers la boucle, bien sûr, de cet événement et on se retrouve juste après. Proudly presents the world-class fighters of tonight. It's Kader Marouf presents an absolute amazing show. I got chills, man. I can't believe it's really gonna happen. It is gonna happen. This place is on its feet. Right when we thought it couldn't get any better. Here we go. Tired of being runners up. Unbelievable! Oh my goodness! Wow! A flurry of big punches! Oh, over the top! Wow! Just punishing him! Staring right at me. I must take oh my! Hard work pays off. You get what you want. Trying to finish this fight. This could be it. And he gets rocked again! The future's here at last. Tonight, the new beginners, victorious. We take what we want, we born warriors. Unbelievable! Voilà, c'est beaucoup de souffle, beaucoup d'énergie. Et voilà, j'ai la ceinture. C'est impressionnant. Avant tout le monde. Et on va présenter nos champions. Eh bien oui, alors on commence par bien sûr l'organisateur et le patron de cet événement, c'est bien sûr Monsieur Kader Marouf, 5 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe. Il en est à sa 89e édition de ces E1 World, E1 World, donc kickboxing, mais il y a aussi de la boxe taille, mais cette fois-ci il n'y en aura pas pour cet événement. Si. Gros, il y aura un petit peu de il y aura 2 combats de boxe taille en catégorie de 60 kilos et lourd léger. On sera dans les règles internationales de la Thaïlande, donc sans coudière, sans protection, avec les coups de coude et les coups de genoux autorisés. D'accord. En tout cas, bienvenue à vous dans notre émission ce matin, matinale. C'est la première fois que vous passez? C'est la première fois et c'est un honneur pour moi parce que quand même on représente notre pays. Oui. Donc on est des Algériens de première date et en plus on a toujours fait les championnats du monde sous le drapeau de l'Algérie. Voilà, c'est ce que je vous avais posé comme question tout à l'heure. Et c'est ce qui va se passer avec notre champion Mohamed Oumer. Oui. Donc il va avoir affaire à un adversaire quand même, un Français qui est un combattant qui veut le titre. Et Mohamed Oumer est venu pour expliquer qu'il ne laissera pas ce titre s'en aller sans son autorisation. Ben oui, bien sûr. En tout cas, bienvenue à vous également, Mohamed. Et puis, très contente aussi de vous recevoir dans Bonjour d'Algérie avec ces titres-là, surtout, et ce palmarès. N'est-ce pas, Hakim? Oui, c'est un jeune combattant, donc il est en train de suivre peut-être les pas de son mentor, donc Kader Marouf, qui n'est plus à présenter. Donc il est champion du monde, il va combattre donc ce vendredi pour un titre. Alors il y aura 11 combats dans 7 titres mondiaux, lors 10 titres mondiaux. Alors 10 combats. Voilà, 10 combats. Au départ c'était prévu 11, mais bon. Alors 10 combats, 7 titres mondiaux en jeu pour ce vendredi. Vous, c'est dans la catégorie des moins 70 kg. Voilà, on est en train de voir votre belle ceinture. Sa belle ceinture. C'est impressionnant d'avoir comme ça des ceintures. C'est une récompense. C'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Ouais. C'est beaucoup de travail et ça après ça reste toute notre vie. Et comme je le disais tout à l'heure, les Algériens sont très forts parce qu'on en a reçu pas mal d'athlètes comme ça en kickboxing, surtout en France. C'est-à-dire qu'ils évoluent en France et qui représentent l'Algérie un petit peu partout. Exact. La boxe taille. Exact, parce que au jour d'aujourd'hui, le jeune en France qui pratique ce sport, il fait en sorte donc d'économiser en travaillant donc des petits travaux d'été, des petits. Il faut assurer bien sûr. Voilà, pour se payer un billet pour aller en Thaïlande, se préparer, s'entraîner. Donc il y a beaucoup de jeunes de chez nous qui vont en Thaïlande se préparer avec
la culture thaïlandaise et qui reviennent avec un esprit mental dur en tant qu'aussi algérien déjà, en sachant que nous, on n'est pas des gens qui sont faciles dans le sport, donc on est là pour accrocher. La hargne. La hargne. Et ce qui fait notre valeur et notre force. Et aujourd'hui, on a les meilleurs champions qui est dans plusieurs catégories et on a beaucoup d'Algériens. Voilà. Vous, c'est Jean-Claude Van Damme qui vous a toujours un petit peu boosté. Et Bruce Lee, non? Oui, ouais, ça c'était notre enfance. On a tous commencé un peu comme ça. Après, bon, c'était aussi... C'est comme ça que vous avez commencé, je pense. C'est comme ça que j'ai commencé, oui. J'ai eu un petit flash en disant j'aime bien ce sport et tout. Je faisais de la boxe traditionnelle, de la boxe anglaise. Et oui, on était beaucoup avec Jack Dempsey, Oscar de la Hoya et Mike Tyson. Et j'ai vu quand le sport est sorti, le kickboxing et les films de Van Damme, Bruce Lee et tout. Et on a commencé à faire la même chose dans la rue avec des copains et on s'est mis en tête que oui, voilà, on peut peut-être faire ce sport dans un club et on est rentré dans un club et on est devenu assidu par rapport à ce sport et par rapport à ce travail qu'on a fait, on a eu les résultats qu'on a aujourd'hui et que fait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de bêtises, au moins que le jeune s'entraîne, fasse du sport, ça évite qu'il reste dans la rue et à faire des bêtises. Quoi. Et les récompenses. Alors moi je voulais, bon, votre combat, ça va être un combat, on va voir quelques affiches de certains combats qui vont être présentés lors de cet événement et ce gala ce sera vendredi soir, on va voir les différents combats. Pour vous le combat est important donc pour ce titre C'est plus qu'important, c'est primordial, il est carrément impossible que je parte sans le titre. C'est déjà un très grand honneur pour moi de boxer en Algérie, c'est la première fois, d'ailleurs je tiens à remercier Kader Marouf et KM Promotion de me donner cette opportunité et c'est quelque chose qui me rend très très fier, c'est la terre de mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils sont enterrés ici et c'est un vrai honneur pour moi. Rien que d'en parler, ce sera pour vous un premier titre en Algérie et pratiquement algérien. Un premier titre en Algérie, oui. Ça sera un premier combat, premier titre et vraiment très très fier et hâte d'être sur le ring et de pouvoir en découdre. Alors pour le choix, c'est pratiquement les 22 meilleurs mondiaux, hein, c'est ce qu'on avait dit dans la catégorie. Dans la catégorie. Exact, donc on a fait en sorte de prendre une sélection par rapport à l'Algérien, donc l'origine du boxeur, qui fait que j'ai pris les meilleurs boxeurs mondiaux classés mondialement pour représenter l'Algérie sur le territoire algérien, contre les meilleurs internationaux comme on a des Américains, des Français, des Anglais, des Espagnols. Il va avoir aujourd'hui un niveau qui a eu nulle part ailleurs. Et il va avoir, on a vendredi, on a 7 titres de champion du monde dans la même soirée. Ça ne s'est passé dans aucun gala, ni dans King l'a fait. Il y a eu des organisations qui ont fait 2-3 championnats du monde. Là, on a 7 titres exceptionnels en Algérie. C'est une avant-première pour le monde entier, c'est historique. Et en plus, c'est le premier gala de kickboxing professionnel qui se passe en Algérie, qui n'a jamais eu. Donc ça va être le premier gala. À la fédération, on a eu les autorisations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc Monsieur Hattab, merci beaucoup. Monsieur Assid Abbès pour la fédération. Toutes ces personnes qui ont participé à la réussite d'avoir les autorisations. Et aujourd'hui, grâce à ces personnes-là et grâce au peuple algérien qu'on va avoir derrière nous, on va faire en sorte de prouvoir et de montrer au monde que nous aussi, on est là et qu'on peut organiser dans notre pays mieux que dans le monde entier. Alors, on rappelle, c'est ouvert au public, c'est gratuit, voilà, ce sera donc vendredi soir. Voilà, j'ai fait en sorte d'inviter, comme c'est une première, je voudrais faire en sorte que tout le peuple algérien, le plus possible qu'on peut, les inviter gratuitement, c'est gratuit, l'ouverture est gratuite pour le public, donc ça va être une première aussi dans ce côté-là. Alors on rappelle que il y aurait de la concurrence entre les matchs de football et bien sûr la soirée ouverte et gratuite. Exact. Aujourd'hui les matchs de football, ils ont posé leurs pieds, c'est lancé. Mais aujourd'hui le sport de combat, il est en train de monter en crescendo d'une force très forte, une puissance incroyable. Et le sport de combat, il attire beaucoup la jeunesse. Si maintenant on peut faire du bien, venir, hein, c'est clair. Exactement. Donc si maintenant on va avoir du karatéka, on va avoir du judo, on va avoir tous les sports de combat réunis qui vont venir voir ce sport et en plus qui vont pas l'habitude de le voir en direct et qu'ils ont peut-être vu à la télé. Aujourd'hui, ça se passe sur le territoire national algérien et c'est exceptionnel, quoi. Et ils vont voir les champions surtout. Et voilà, et ils pourront même voir des photos. Pour la première fois réunis voilà, dans une seule soirée, un seul événement. Voilà, donc on rappelle que l'événement, lui, débutera à partir de 21h. Il sera en semi-différé sur Canal Algérie à partir de 22h30. On sera ensemble, bien sûr, pour commenter cet événement. J'aurai l'occasion d'être avec Monsieur Marouf pour commenter cet événement. Un événement, donc, je dirais mondial, hein, que
Cabritra, la salle Harsha Hassan, ce vendredi à partir de 21h. Donc en semi-différé sur Canal Algérie à partir de 21h. On en reparlera encore demain matin. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à cette matinale avec nous, on en reparlera encore demain matin avec Monsieur Marouf pour confirmer la présence de tous les champions ce vendredi à Alger pour prendre part à cet événement mondial. Eh bien, un dernier mot pour vous deux, allez-y. Eh ben, je vous remercie de nous avoir reçus. On est très fiers aujourd'hui, moi, je parle à ma personne pour expliquer comme quoi c'est un honneur pour moi d'organiser dans le pays de ma naissance, de mes parents, de nos terres, de nos ancêtres. Aujourd'hui, j'ai organisé dans le monde entier des galas de partout. C'est une première pour moi, c'est une fierté. Donc, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous aident à pouvoir organiser. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne chance pour le gala et à vous, bien sûr. Je remercie mon entraîneur, Fouad Esbiri, qui me prépare, qui nous a rejoints, mes amis qui m'ont rejoint, Mohamed, Sofiane, Abdallah, et surtout, je voudrais faire un gros bisou à ma grand-mère. Jeddah, je t'aime ma Jeddah. On lui fait tous un gros bisou. Voilà. Beau message. Bravo à vous. En tout cas, bonne chance pour ce gala. Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous reviendrez avec le titre. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Il sera là, le titre, au cas où. Au cas où ils seront là avec leur titre. Exactement. On va essayer de les avoir. Merci juste Hakim. après. C'est moi. On vous retrouvera bien sûr demain matin déjà. Voilà, avec Mahrez. Et puis éventuellement samedi avec les différents champions du monde. S'ils seront disponibles, on pourra les avoir dans la matinale samedi matin. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et bien on arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'aujourd'hui. Bonne journée à vous tous. Et puis merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. On se retrouvera donc demain avec Mahrez à partir de 9h du matin. Au revoir et bonne journée.